Vendredi 5 mars 2021, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères des médias de Niamey. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler des résultats globaux définitifs des élections législatives du 27 décembre 2020, proclamées samedi dernier à Niamey par la Cour constitutionnelle. Ainsi, les 166 sièges pour les circonscriptions ordinaires et les spéciales par structure politique sont connus. L'actualité de la semaine est aussi marquée par des arrestations de plusieurs personnes, parmi lesquelles des leaders de l'opposition politique. Cela fait suite aux violentes manifestations de Niamey et certaines localités du pays survenues après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle deuxième tour. Dans ce chapitre, toujours plusieurs structures telles que la Commission nationale des droits humains, CNDH, l'opposition politique et la majorité au pouvoir se sont prononcés sur l'évolution de la situation politique de ces jours. On en parle également dans quelques instants. Nous terminerons avec la coupure d'Internet depuis le 24 février dernier. À propos, un collectif d'associations de la société civile nigérienne ainsi que les jeunes avocats du Niger décident d'assigner les sociétés de téléphonie mobile en justice. Pour débattre sur ces sujets, nous recevons dans ce studio El Haj Mohamedou Suleiman. Il est journaliste au journal en ligne Niger Inter. Bonsoir El Haj. Bonsoir Nafisa. Sidoukou Ousmane Doumbia, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir madame. Et nous recevons également Ousseini Issa. Il est journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir. À la modération, c'est Nafis Adam Sirfou. Bonsoir à tous, merci de nous suivre à travers nos radios et télévisions partenaires. La Cour constitutionnelle a rendu public samedi son arrêt portant sur la validation des résultats globaux définitifs des élections législatives du 27 décembre 2020. Suivant la répartition des sièges par structure politique pour les circonscriptions ordinaires et spéciales, composées de 166 sièges, avec le président de la Cour constitutionnelle, Bouba Mahaman. La Cour déclare élus les députés PNDS Tareya, 79 sièges, Modem FA Lumana, Africa, 19 sièges, MPR Jampouria, 14 sièges, MNSD Nassara, 13 sièges, CPR Enganchi, 8 sièges, RDR Tchangi, 7 sièges, MPN Kishinkasa, 6 sièges, ANDP Zamallahia, 3 sièges, Génération Doubara, PJP, 2 sièges, RDP Jama'a, 2 sièges, RPP Farilla, 2 sièges, ARD Adalti Mutunchi, 2 sièges, Amin Amin, 2 sièges, MDEN Falala, 2 sièges, RSD Gaskia, 1 siège, ADEN Karkara, 1 siège, PSD Basira, 1 siège, ADR Mohita, 1 siège, RNDP Anemi Zumbu, 1 siège. C'était là le président de la Cour constitutionnelle, Bouba Mahaman. Je commence par vous, El Haj Mohamedou Suleiman. Vous avez suivi la répartition des sièges des résultats globaux définitifs des élections législatives du 27 décembre 2020. Alors, quelle interprétation faites-vous? Je crois qu'il n'y a pratiquement pas de surprise. C'est ce qu'on connaît, ce que la CENI avait publié de façon générale. Le seul changement, c'est le PNDS qui a perdu un siège à Zander. Le siège est revenu au MPR Jamhouria à 30 ans parce que, semble-t-il, Jamhouria avait constaté une erreur de calcul. Ils ont donc amené l'affaire au niveau de la Cour qui a vérifié et ils ont donc mis le Jamhouria dans ses droits. C'est les résultats tels que proclamés par la CENI, donc avec la seule différence qu'il y a eu ce changement. Mon constat, c'est que, d'une certaine façon, on va assister à une assemblée au regard donc de la configuration
donc des forces politiques où véritablement ceux qui ont la majorité, ils ont une majorité très confortable. Parce que, vous savez, le PNDS, il a 79 députés, oui. plus 14 de MPR Jamhouria, MCD à 13. C'est pas un ganchi de Kassam Mokhtar, il a 7, je crois, ou oui, 8. Ils ont un fort taux. Il a 8. Oui. Donc, bref, c'est un peu cela la situation. Et effectivement, cela veut dire que au cas où, avec le litige qu'on a, ou puisque déjà en ce moment-là, en attendant que la Cour tranche le débat, Oui. nous avons une situation où il y a un président élu provisoirement par la CENI et un président qui s'est autoproclamé. Donc vous voyez, en termes de nation regard résultat à l'Assemblée, tout simplement, c'est dire que même si Mme Ousmane est élu, il n'a pas la majorité pour gouverner et cela pose un autre débat. Donc vraiment, je pense que c'est un peu quelques observations moi, que je peux faire à partir de ces résultats. Sidikou Ousmane Doumbia, dans cette répartition des sièges par parti politique, l'on constate que le PNDS Tareya, comme l'a dit El Haj Suleiman, il perd un siège et se retrouve avec 19 députés, et le MPR Jamhouria gagne un siège et se retrouve avec 14 députés. Selon vous, qu'est-ce que cela va changer concrètement au niveau de l'hémicycle? Merci madame. De facto, moi je dirais qu'il n'y a aucun changement notoire. D'ailleurs, c'est le poids qui a été emboîté à la CENI et que le PNDS ait perdu un siège, comme qui dirait Solo, qui est finalement revenu à la source, puisque le MPR, Jamhouria, c'est un allié. Un allié, oui. Maintenant, là où Al-Haj disait, certes, ils ont arithmétiquement une majorité confortable, même s'il adviendrait que confirmation soit donnée de l'élection du président par Bazoum, la Cour, oui. Il n'est pas gagné d'avance que malgré cette majorité arithmétique, que que leur soit ouvert ce grand boulevard. Les autres, l'opposition, malgré le nombre restreint, pourrait quand même donner du fil à retordre à cette majorité équipe, oui, qui, la comme majorité. dirait, nombreuses entre griffes. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas de changement notoire. Seulement, il ne faudrait pas que la future législature, pour beaucoup d'analystes, soit cette caisse de résonance où quand on envoie les textes, les lois, les trucs à débattre, oui. Comme lettre à la poste, ça passe. Il faudrait véritablement que ça soit des représentants du peuple pour que le débat parlementaire vraiment puisse véritablement servir et que ça donne envie véritablement de suivre. Je ne vous apprends rien, c'est un secret de polichinelle. Il se passe... en tout cas, les sessions n'étaient plus ce qu'elles étaient, oui. à tort ou à raison, mais moi je pense que vraiment il est beaucoup attendu de cette future législature. Il faudrait véritablement qu'elle soit en rupture avec ce à quoi nous avions assisté. Voilà le commentaire que j'ai à faire, madame. Il est donc beaucoup attendu de cette nouvelle équipe au sein de l'Assemblée nationale. Ousseini Issa, selon vous, quels sont les vrais défis à relever par cette nouvelle équipe? Bon, mais moi, ce que vient de dire, on attend de l'Assemblée qui va être installée. Oui. On attend que ce soit des députés véritablement qui sont là pour défendre les intérêts du peuple. Malheureusement, je suis un peu sceptique. Pourquoi? Je suis sceptique parce que tout simplement, quand on voit un peu ceux qui vont arriver là, je ne les connais pas encore physiquement, je me fais déjà une idée. Après tout ce qu'on a connu, j'ai connu la législature de 93 où les débats, c'était des débats de haut niveau. Par la suite, j'ai connu les autres parlements où pratiquement des gens pensent qu'ils sont là pour défendre l'exécutif. Quel que soit le texte de loi, le projet de loi qu'on introduit, on doit voter parce que c'est notre pouvoir. Sans se dire qu'on est là pour le peuple. On doit défendre les intérêts du peuple. Quand ça ne va pas, quand un texte de loi prime les intérêts du peuple, on doit. Mais moi, je ne m'attends pas à ça. Véritablement, je ne m'attends pas à ça. Je sais qu'on va assister à une caisse de résonance comme d'habitude, où des gens vont venir s'installer. À la fin du mois, on va leur donner 1 million ou 2 millions, je ne sais plus exactement combien ils touchent. Ils vont faire bénéficier de missions et autres. Si c'est ça la démocratie. Donc ce ne sera pas les intérêts du peuple qui seront les en avant. Les intérêts du peuple, c'est quoi? Les intérêts du peuple, est-ce que les gens se soucient?
Les gens mettent l'argent pour arriver à l'Assemblée. Et c'est le peuple qui les a élus. Mais le peuple, il s'en fout du peuple. Est-ce que les gens là s'en foutent et ils s'intéressent au peuple, ils s'intéressent aux intérêts? L'école ne fonctionne pas, la santé ne fonctionne pas, l'agriculture, l'eau, tout ça. N'importe quel texte de loi, on amène, les gens adoptent. En acclamant, il y en a qui se mettent même à taper de deux mains. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On se pose bien des questions quand on voit les joutes au niveau des parlements ailleurs, où les gens ne sont pas d'accord. Même si je suis de ta majorité, quand ça n'arrange pas le peuple, je vais dire non, je ne suis pas d'accord. On ne va pas faire voter ce texte-là. On ne va pas voter ce texte-là, on ne va pas l'adopter. Bien que vous soyez sceptique, oui. Quand on est arrivé à un niveau où c'est pratiquement des gens qui ne savent même pas c'est quoi, qui ne lisent même pas les projets de loi, ils ne les lisent même pas. Moi j'ai l'habitude, à l'époque, je couvrais un peu les activités de l'Assemblée. Quand je viens, j'ai besoin d'un projet de loi. Je trouve ça dans des casiers. Les casiers des députés. Oui, bien sûr, tu t'assois, il n'y a personne. Mais qu'est-ce qui explique cela? Mais qu'est-ce qui explique cela? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent éperdument des problèmes, des préoccupations, des enjeux, de où il faut mettre l'accent. Ils s'en foutent. Les gens se mettent dans la logique des gens. Moi, je suis élu député, c'est au titre de tel parti politique. Non, le mandat impératif est nul. Mais malheureusement, ils s'en foutent, ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire. Ils vont venir s'asseoir, tout ce qu'on va leur ramener, ça, c'est le gouvernement qui a envoyé. Ok, on est d'accord. Même si ce n'est pas bon, parce qu'il y en a qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Et concrètement, vous, quelles sont vos attentes, bien que vous soyez... Mais quelle attente? Il n'en a pas. Quelle attente? Je vais m'attendre à la même chose que j'ai vécu pendant ces 15 dernières années. On espère un changement alors. Mais d'accord. Juste pour corroborer ce que disait à l'instant M. Ousseini, je vous assure que moi j'ai été témoin auditif et oculaire d'un représentant du peuple qui a dit de but en blanc qu'eux, on leur a dit de voter, ils ont voté. Vous imaginez un élu du peuple qui dit qu'on leur a dit de voter, ils ont voté sans pour autant cerner les contours du projet de loi soumis à leur appréciation. Donc, bref, c'est dire que vraiment, il faudrait qu'il y ait une rupture d'avec ce à quoi nous avions assisté. Souleymane, oui. Je comprends bien ce qui est mis en avant par mes confrères, à savoir, en principe, un député national, il est censé défendre l'intérêt général. Oui. Mais je me rends compte que la politique est telle que il appartient à une majorité, même pas chez nous, même ailleurs récemment aux États-Unis. La forfaiture commise par Donald Trump devrait être sanctionnée. Et vous avez vu comment le vote a été. Les républicains n'avaient pas du tout accepté qu'il soit sanctionné. Donc c'est-à-dire que en fait, la démocratie libérale, elle a ce péché qu'il y a un certain nombre d'intérêts justement qui font que, regardez ceux qui arrivent au pouvoir le plus souvent. Oui. C'est pas n'importe qui vient à l'Assemblée. Donc cela fait que véritablement, il y a un débat de fond, je pense. Nous sommes dans un processus démocratique, mais la qualité tant attendue n'est pas vraiment, c'est pas pour demain. Par exemple, on parle de quotas des femmes. Oui. On insiste. Je suis sûr qu'en tout cas, cette année, les partis politiques sont tenus de respecter ce quota. Mais vous allez voir les femmes qu'on va envoyer. Est-ce que c'est des femmes qui vont venir véritablement prendre la parole ou bien tout simplement faire de la figuration? Donc je pense que c'est la qualité. Ici, c'est les hommes. Un député, je pense que s'il est conscient de son rôle, il peut effectivement aller à l'encontre de sa majorité lorsqu'il se rend compte que l'intérêt général est en péril. Mais ce n'est pas le cas pour le... Mais aussi, au-delà de cela, c'est qu'il y a beaucoup de pression. Souvent, il y a des enjeux. Mais il doit l'exemple qu'on a connu, par exemple, en 2018, c'est la loi des finances. Vous voyez, par exemple, des questions comme ça, ça pose un vrai débat entre les forces politiques, l'opposition, qui en fait souvent aussi, qui tire vraiment les ficelles, dans le sens où ici, il est question tout simplement de montrer sa force politique que si déjà quelques députés votent de la majorité votent contre la loi, ça affaiblit le régime. C'est ce qu'on va dire aux députés. Le président peut-être va recevoir les députés. Donc, le premier va le... Vous voyez, je veux dire qu'en fait, tout simplement, ça va venir progressivement. Mais pour que cela puisse arriver, il faudrait que les hommes qu'on va choisir
incarne justement les valeurs d'intérêt général. Voilà. Chapitre politique, toujours après la sortie médiatique le 25 février dernier à Niamey du ministre de l'Intérieur Al-Kash Al-Hada faisant le bilan des manifestations post-électorales qui étaient 2 morts, 468 personnes interpellées. Le bilan a évolué. Lundi dernier, nous apprenons des sources judiciaires que plus de 600 personnes, dont 140 mineurs, ont été interpellées à Niamey par les forces de l'ordre. Parmi ces personnes figurent aussi des leaders de l'opposition, tels que Hamamadou, qui est déjà placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Filengue, et Moumouni Bourema, ancien chef d'état-major des armées, placé à la maison d'arrêt de Walam, région de Tillabéri. Selon un de leurs avocats contactés par le studio Kalangou, ils sont tous poursuivis pour propos ethno-régionalistes, complicité à une insurrection, complicité de meurtre, complicité de dégradation de biens publics et privés. Ousseini Issa, quels commentaires vous inspirent ces arrestations ainsi que les chefs d'accusation pour les 2 personnes dont je viens de citer, Hamamadou et Bourema Momoni? Bon, mais Nafisa, vous savez, c'est du déjà vu. Hein. C'est du déjà vu. C'est un peu le mode opératoire de ce régime en place là. On a vu, quand les Tchangari avaient été arrêtés, c'était dans le cadre d'une les acteurs de la société civile. De la société civile. Ils n'avaient même pas manifesté véritablement. Et il y avait un mouvement du côté du marché, comment on appelle, Tagbatila, où des policiers sont venus, il y a eu des gaz qui ont été des bombes lacrymogènes, il y a eu un incendie, il y a eu des morts. On les a pris pendant 6 mois durant, ils sont allés en prison. Moi, je suis convaincu de ça. Vous prenez des gens, et c'était déjà prémonitoire. C'est-à-dire? Prémonitoire, ça veut dire quoi? C'est qu'avant même que les faits ne se produisent en amont, on a entendu des discours selon lesquels tous ceux qui tiennent des propos vont être des propos de nature à perturber. C'était pendant la campagne, premier tour de l'élection présidentielle, n'est-ce pas? Mais bien évidemment, moi je m'attendais à ce que ça se produise de cette façon. Mais maintenant, les propos tels que, bon, pour lesquels ils sont poursuivis, ils ont dit il ne faut pas accepter de vous laisser voler des choses comme ça. Oui. Moi je ne vois pas où se trouvent les propos ethno-régionalistes. Et étrangement, de l'autre côté, on a vu des gens qui étaient sur le terrain, qui ont menacé ouvertement. Alors, c'est quoi ce 2 poids 2 mesures? C'est quoi ce 2 poids 2 mesures dans un pays? La loi doit donc c'est paradoxal. C'est paradoxal qu'on prenne des gens qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas appelé, on ne les a pas vus devant les manifestants, qui n'ont jamais appelé leurs militants. Ce que les gens ont tendance à perdre de vue, c'est qu'on est dans un contexte, dans un pays où il y a trop de pauvreté, il y a trop de misère, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de désœuvrés qui sont là, qui profitent de ce genre de situation-là. Jusqu'ici, moi j'ai causé avec quelques responsables au niveau, mais ils m'ont dit, bon, les enfants, c'est des gens qui sont rentrés dans le mouvement comme ça. Il y a une casse comme ça, il y a un mouvement de foule. Il faut bien se le dire, inévitablement, il y a ce genre de choses. Il y a eu les gilets jaunes en France, non? Oui. N'est-ce pas? Pendant combien de semaines? Des semaines. Est-ce qu'on a pris un seul leader politique pour dire que c'est lui qui a incité? Non, c'est un mouvement de foule. Et dans un mouvement de foule, il ne faut pas se faire d'illusions. Des choses comme ça ne peuvent pas ne pas survenir. Ce qu'on a vécu là, quand il y a un mouvement de foule, c'est déplorable, d'accord? Mais faire un traitement ciblé, moi, je considère que ça décrédibilise l'image du pays quelque part. Et on est dans ce schéma-là. Oh, bon, systématiquement, c'est parce qu'ils ont parlé pendant, et c'est pour ça que... Alors, donc c'est tout mais à les autres qui ont parlé de l'autre côté, qui ont dit on va cogner, on va sévir. Eux,
Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas été, ils ne sont pas réprochables de quoi que ce soit. On peut rien leur reprocher. Mais ceux-là, parce que tout simplement, pendant la campagne, ils ont dit, nous n'allons pas accepter qu'on nous vole. Merci. El Haj Mohamedou Suleiman, c'est tout à fait paradoxal que les leaders de l'opposition tels que Hamamadou Moumouni Bourema soient interpellés et placés déjà sous mandat de dépôt pour leur chef d'accusation. Selon vous, mais est-ce que ces arrestations même de ces leaders est la solution à cette crise post-électorale? Je dois dire que franchement, notre processus démocratique a été vraiment très très éprouvé. C'est une grande épreuve en ce moment. C'est que nous avons vécu la semaine dernière. Oui. C'est vraiment très éprouvant pour notre pays. C'est vraiment regrettable que les élections qui sont censées en tout cas se dérouler normalement, qu'on décide un dirigeant, que cela vraiment mette en péril la sécurité nationale. Donc ceci dit, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai dit les propos qui ont été tenus pendant la campagne, c'était pas vraiment du tout responsable. Le moment n'est pas opportun vraiment pour mieux, comme on dit, le couteau dans la plaie. Mais je dis encore une fois, il va falloir prévenir et éviter la campagne. Nous sommes, en tout cas, au moins on a 30 ans qu'on est en train de faire donc, des élections. Mais je n'ai jamais vécu une campagne électorale, franchement, où les hommes politiques sont descendus très bas dans des propos vraiment inacceptables. Mais moi, j'ai dit ce que Hussein Issa dit, qu'on essaie tout simplement de surmonter cette épreuve, mais il ne faut pas s'attarder sur les détails, parce que le diable est dans le détail. Donc, je considère que nous sommes dans un état de droit. Ceux qui sont arrêtés, on doit véritablement la première qu'ils aient accès à la justice pour véritablement, s'ils sont innocents, ils ont des avocats, ils vont se défendre. Ce qu'il faut aussi déplorer, on a beau dire que la réaction était spontanée, mais en tant que citoyen, on peut se poser des questions. Pourquoi cette descente punitive chez Hussein Omar? Pourquoi pourquoi chez Al-Badaï? Pourquoi chez Mouskaka? Donc, c'est des questions aussi que les citoyens peuvent. Pourquoi véritablement que si c'est une foule inconsciente et spontanée qui peut se cibler justement des forces politiques ou bien des journalistes, franchement, on se pose mille et une questions. Pourquoi justement cette façon, en tout cas, donc délibérée, d'attaquer des cibles bien précises? C'est ça effectivement qui fragilise effectivement l'argument que ça a été spontané. Maintenant, par rapport à la situation, j'ai dit encore une fois, parce que nous sommes dans un contexte électoral ou post-électoral, où véritablement, comme j'ai dit, on attend d'abord que la Cour constitutionnelle délibère les résultats. Donc, dans ces conditions, je dis encore une fois, ce que nous avons goûté comme épreuve suffit pour dire aux gens que ce que nous avons de plus dans ce pays-là, c'est d'abord la paix. Et encore une fois, il y a des citoyens qui sortent le matin pour chercher les 1500 pour entretenir leur famille. Ils vont travailler dur, de façon pénible pour avoir ça. Pendant les 3 jours-là, tout le monde ne sortait pas. Mais ne pensez-vous pas que la situation pourrait vraiment évoluer, se dégrader avec l'arrestation des leaders politiques? Mais c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, par exemple, je voudrais bien que les deux, par exemple, leaders, par exemple, le candidat élu par la CENI et le candidat autoproclamé, qu'il appelle véritablement au bon sens, à la retenue, pour effectivement qu'il y ait le calme. Donc, je pense que c'est une situation qui, ailleurs, ne pas qu'on s'amuse avec ces questions. C'est pourquoi, en amont, un national a été déployé, les partis politiques, la société civile, les partenaires, dans la communication, dans la sensibilisation, pour amener les gens, en tout cas, à se maîtriser,
pour ne pas remettre en cause l'essentiel, à savoir notre volonté de vivre ensemble, la paix sociale, la sécurité. Aujourd'hui, on va en parler. Les libertés fondamentales ont été menacées. Quand vous n'arrivez pas à sortir, et vous avez vu, en tant qu'homme des médias, on nous appelle, qu'est-ce qui se passe n'importe où? Parce que tout simplement, on a été éprouvé qu'une élection qui était censée véritablement nous permettre juste de choisir les dirigeants et tourner vraiment à une situation vraiment d'insécurité. Ousmane Sidikou, de votre côté, quelle appréciation faites-vous des faits, de tous ces faits? Vous savez, madame, honnêtement parlant, depuis, en tout cas, selon ma petite expérience, je n'ai jamais assisté à une crise ou une tension post-électorale que ce que nous sommes en train de vivre. La sortie médiatique de la médiature est assez illustrative pour dire que le contexte ne s'y prête nullement pas. L'arrestation des leaders et autres là, dans un contexte si fragile. Ça, c'est un. Secondo, et à souvenance qu'avant ces élections-là, tout le monde a été mis à contribution, que ce soit les structures de défense des droits de l'homme, les acteurs de la société civile, les commissions, pour sillonner tout le Niger pour appeler à un vivre ensemble, à une cohésion, à des élections apaisées. Posons-nous la question de savoir si, in fine, après tout ce qui a été déployé dans ce sens-là, et qu'on ait assisté, ce à quoi nous avions assisté, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème se nomme quoi? Je le dis honnêtement, c'est l'injustice. Il faudrait que les gens aient confiance à cette justice. Il ne faudrait pas qu'il y ait cette rupture d'égalité. Hussein en a fait cas. On ne peut pas comprendre. L'injustice, c'est-à-dire, pendant le processus électoral, il l'a si bien dit. Nous avions assisté, nous avions écouté les audios, nous avons vu des audios où des gens ont tenu des propos qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais été équintés, contrairement à d'autres qui, même s'ils ont parlé et que sciemment on a voulu dénaturer leurs propos et que du coup qu'ils soient inquiétés, vraiment il faudrait que les gens reviennent à la raison. Le contexte ne s'y prête pas. Quand vous calculez notre budget, c'est-à-dire la part qui est consacrée vraiment dans le cadre de la lutte du terrorisme, c'est minime, 20%, je pense. Le Niger n'a nullement pas besoin de vivre une crise à l'interne. C'est-à-dire que vraiment, surfer sur plusieurs formes, ça n'honore personne, ça ne profitera à personne. Donc il faudrait que les régions reviennent à la raison et en analysant les choses telles qu'elles se doivent d'être analysées. Justement, face à l'évolution de cette situation politique en question, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a dans une déclaration rendue publique le week-end dernier lancé un appel à l'endroit de tous les citoyens afin qu'ils s'abstiennent et bannissent tout comportement contraire à l'état du droit et à la cohésion sociale. Le bureau politique du PNDS Tareya également n'est pas resté en marge. Pour le secrétaire à la communication de ce parti, ces actes de vandalisme sont antidémocratiques. C'est pourquoi eux aussi, ils en appellent au calme et à la sérénité de tous les acteurs. De son côté, l'opposition politique, elle, clame toujours sa victoire à l'issue du second tour de l'élection présidentielle et annonce qu'elle fera recours formel auprès des juridictions compétentes alors que les résultats donnés Mohamed Bazoum gagne avec 55,75% des suffrages. Donc, Sidoukou Doumbia, doit-on s'attendre vraiment à de nouveaux développements de la situation qui est déjà tendue? Tendue la situation là, vous l'avez si bien dit, certes, je n'ai pas une boule de cristal devant moi pour présager de ce qui pourrait advenir, mais il faudrait que vraiment les gens jouent la carte d'apaisement et cela doit être fait bien avant même la tenue de ces élections de part et d'autre. Chacun avait une partition à jouer et se devait de la jouer. Bon, maintenant avec la rentrée de Maman Ousmane, pour beaucoup, c'est le moment de vérité. Lui, de tout le temps, il n'a cessé de parler de recours légaux, attendant de voir, mais il dit, Mordicus, pour qui connaît ce ton politique-là, vraiment, il semble être déterminé et il dit avoir à sa possession. Donc, comme disent les Anglais, wait and see. Wait and see, oui. Alors, Ousseini Issa, au vu des irrégularités supposées ou avérées dénoncées par l'opposition, peut-on s'attendre à des changements importants de ces résultats du second tour de l'élection présidentielle proclamée par la CENI une fois arrivé à la Cour constitutionnelle? Ça, je ne me fais pas d'illusions. Une première fois, on a vu ce qui s'était passé. Tous les recours
ont été pratiquement rejetés, Rejeté. n'est-ce pas? Et que c'est sans fondement et tout, et puis ça a été balayé d'un revers de main. Moi, j'attends de voir, mais je n'y crois pas tellement. Parce que pour que les choses fonctionnent normalement, il faut des institutions véritablement indépendantes. N'est-ce pas? Tout le monde est d'accord avec ces institutions. On n'en a pas mais je n'ai pas l'impression. Et c'est ça qui fausse les règles de jeu dans ce pays. N'est-ce pas? On est dans une situation où, je suis en position de pouvoir, j'ai mis en place les structures qui peuvent m'aider à rester au pouvoir et tout. On ne peut pas continuer à faire la démocratie. Autant qu'on revienne à l'ancien système même où c'est un seul homme fort qui est là, qui fait, mais pas un homme qui est là, qui utilise les institutions, les autres institutions. C'est quoi la démocratie? Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et pour le peuple. Avec une séparation nette des pouvoirs. Il y a l'exécutif, il y a le législatif et il y a le judiciaire. Mais quand on est dans un pays où pratiquement les deux autres pouvoirs là, ils sont carrément assujettis, ils sont des comment vais-je dire, je sais pas, des machins, ils sont carrément ils portent les machins, c'est des lampistes pour l'exécutif. Plus de démocratie, c'est faux. C'est faux ce qu'on est en train de faire dans ces pays-là, dans nos pays, c'est pas seulement au Niger, même un peu partout. C'est juste parce que les gens pensent que la démocratie, c'est limite. Juste, on va aller voter des gens. On ne sait même pas dans quelles conditions ça s'est passé. Il y a vol, il y a tricherie, il y a tout ce que vous voulez. Une fois qu'ils sont installés, ils sont là. Et souvent, ils s'incrustent pendant des années et des années. Le cas camerounais est là, le cas Bongo est là, le cas Tchad. Tout ça, parce que tout simplement, les institutions qui sont mises en place, ce n'est pas des institutions indépendantes. Il n'y a pas de véritable indépendance. Et tant qu'on ne fait pas cette véritable... Et vous savez, ce qui amène ces gens, c'est ce qui se passe un peu partout dans ce monde-là. Oui. L'injustice. L'injustice parce que l'être humain, il va arriver à un niveau où il va dire non je ne crois plus encore en ces institutions parce que ce n'est pas des institutions crédibles qui sont capables de me dire que on est en train de brimer, de piétiner mes droits, on est en train de me léser. C'est ce qui a créé donc ces soulèvements de ces derniers jours, si on peut le dire. Moi, je dis quelque part, c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, jusqu'ici, moi, je n'ai pas entendu, parmi tous ceux-là qui ont été arrêtés, je n'ai pas entendu un seul leader de l'opposition sortir dire que c'est moi qui ai appelé. Je n'en ai pas entendu. C'était parti de manière spontanée. Tout le monde a vu comment les gens se sont sortis avec des bouteilles et tout. Mais il y a un discours qui s'est tenu en amont. Les gens se sont révoltés. Tout le monde, les gens sont choqués. Ils se disent, je suis allé voter et voilà, on vient me voler mes voix. Mais le problème qui se pose dans ce genre de manifestations spontanées, c'est que quand les gens sortent, c'est que ce n'est pas forcément des militants, c'est tous ces gens qui sont désœuvrés, qui n'ont rien à faire, qui viennent, qui cherchent à manger. Non, sans compter les brigands qui profitent de cette situation-là, que tu peux voler en plein jour, venir casser une boutique, prendre ce que tu as envie de prendre, t'en aller avec, personne ne va t'arrêter pour te dire tu vas où avec. Voilà un peu, c'est des situations. Mais quand on a vu pendant Charlie, on a vu. D'accord. On a vu ce qui s'est passé dans ce pays. Et là, Souleymane, donc, que faut-il faire réellement pour un retour définitif au calme et à la sérénité en cette période de crise post-électorale? Moi, je pense qu'il faut avoir les pieds sur terre. Jusqu'à preuve du contraire, je considère que notre CENI, il faut la féliciter. Il faut la féliciter parce que tout simplement, contrairement au discours qui a de façon constante considéré qu'elle est partisane, elle a organisé les élections générales où véritablement les différentes forces politiques se sont exprimées, les tendances se sont dégagées. À 2 reprises, un régime a clamé qu'il va passer par un coup KO, ça n'a pas été possible parce que tout simplement, la CENI du Niger ne le permet pas. Donc, elle a bien fait son travail. Justement, je considère que la CENI, il faut la féliciter. Maître Essa Souna est à féliciter. Vous avez vu au premier tour, la CENI, les membres de l'opposition étaient même absents. Au second tour, ils ont envoyé leurs membres. Et j'ai dit que les élections se sont bien déroulées de façon, en tout cas, régulière.
les observations en tout cas faites par les gens, mais ce que nous avons vécu nous-mêmes en tant que Nigériens. Oui. Et la phase la plus importante, c'est la publication des résultats à travers les réseaux sociaux. Tout le monde, on voit comment les différentes forces politiques partageaient avec empressement, on allait gagner. Chacun, en tout cas, partage les résultats où c'est favorable. Mais qu'est-ce qui explique donc le soulèvement de la population? Donc, je suis en train de dire que, pour le moment, voilà la situation dans laquelle nous sommes. J'ai dit dans un article que aujourd'hui, on se trouve dans un choix cornélien. Tout simplement parce que, nous le savons, nous sommes dans un état de droit. Seule la CENI est habilitée de proclamer les résultats. D'accord. Moi, Ousmane a franchi le Rubicon, il s'est auto-proclamé gagnant. Maintenant, quelle va être son attitude après que, en tout cas, ce que la Cour maintenant va en tout cas juger. D'accord. Va juger et trancher. Donc, c'est dire que nous sommes, en tout cas de mon point de vue, dans un contexte où il ne faut pas dévoyer notre processus électoral, qui est en tout cas un des meilleurs dans la sous-région. Au Niger, la situation qu'il faut en fait aussi dénoncer, on est dans un contexte où, regardez ailleurs, en Côte d'Ivoire, en Guinée, ces exemples-là, contrairement à ce que les gens pensent, ils sont encore plus vulgaires que Condé et Ouattara, mais par le sens en tout cas de l'histoire, c'est ça qui s'est passé dans ce pays. Dès le début, il dit que je m'en vais après mes deux mandats. Merci Elhadji Mahamadou Souleymane. Donc nous allons clôturer ce sujet. Nous allons marquer une petite pause. Depuis le 24 février dernier, l'Internet est coupé à Niamey, tout comme dans les grandes villes du Niger, occasionnant des désagréments pour les utilisateurs tels que les particuliers et les agences de transfert d'argent qui n'arrivent plus à faire des transactions faute d'Internet. Sidoukou Doumbia, selon vous, quelle est la raison de ce blocage d'Internet? Madame, vous savez... plusieurs observateurs de la scène ont posé cette interrogation, à savoir est-ce que le fait de casser le thermomètre, c'est la meilleure façon de faire baisser la température? Question mark, comme qui dirait l'autre. Vous l'avez dit, la coupure d'Internet que les uns et les autres subissent dans leur chair et leur âme n'est pas sans conséquence. Justement. Dans un premier temps, au niveau de ces agences de transfert, et même d'autres... il y a des gens aujourd'hui, c'est à travers Internet-là, même pas les services, c'est-à-dire rien que des hommes d'affaires, tout se fait à travers grâce au net. Maintenant, imaginez le manque à gagner, la perte pour ces gens-là. Ça, c'est un. Vous avez souvenance, vous avez en mémoire le nombre de personnes interpellées. Oui. Donc, un nombre assez important de mineurs. Donc, est-ce que ces gens-là, excusez-moi, ils n'ont rien à cirer de Internet, hein? Donc, c'est dire que vraiment, cette coupure d'Internet, quelque part, ça ne sert même pas à ceux qui ont donné instruction. Et c'est ce qui fait dire même à beaucoup, c'est une façon même de taire leur score, ou bien le score à la soviète dans certaines contrées de notre pays. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, imaginez, quand on donne des scores effarants pour beaucoup, ça pourrait donner ce que ça pourrait donner. Donc moi, je pense que, honnêtement parlant, cette attitude n'est pas du tout la bonne. C'est que beaucoup de gens sont en train d'être pénalisés. Donc vraiment, il faut que la copie soit revue. Et parce qu'on ne le souhaite pas. Mais pourquoi les raisons qu'ils avaient arguées à travers cette coupure-là, même si c'est 1 mois, 2 mois, peu importe la durée que ça va prendre, rien n'exclut pas que ces gens-là, ou bien ceux qu'ils appréhendaient là, ils peuvent revenir à la charge. Donc vraiment, c'est de revoir ça et permettre aux uns et aux autres, ceux à qui ça profite véritablement, de jouir des retombées de cette technologie. Et à la date d'aujourd'hui, même aucun des 4 responsables des 4 réseaux de téléphonie n'a donné aucune explication sur cette situation. Ousseini Issa, que dites-vous? Que doit-on comprendre donc de ce silence de ces compagnies de téléphonie mobile? Mais ce genre de pratique-là, moi je pense qu'on ne l'a jamais connu. C'est la première fois. Non. C'est la première fois que j'assiste à ce que on déconnecte les citoyens. Parce que tout simplement, sans donner des explications, mais malheureusement, il n'y a pas que les citoyens lambda qui utilisent les téléphones portables pour communiquer à travers WhatsApp, Facebook et autres.
il y a aussi les sociétés, les services et tout et tout. Oui. Imaginez le manque à gagner, imaginez où tu veux aller faire ton réabonnement, tu veux aller payer ta facture d'électricité ou d'eau. On te dit qu'il n'y a pas de connexion Internet. Imaginez ça. D'accord, c'est bien beau de préserver la paix. Mais moi, je dis, il y a des mécanismes dans tous les cas. Ce n'est pas parce qu'il y a WhatsApp et comment on appelle Facebook et tout, les possibilités de communication à travers ce système que spontanément, ça va prendre de l'ampleur. Dans tous les cas, qu'ils se le disent, on a créé des sociétés aujourd'hui, des agences aujourd'hui, comme je ne sais pas comment ça s'appelle, cette structure-là, société de l'information, des choses comme ça. Mais on peut se permettre dans un pays qui se dit, on veut aller de l'avant, on veut développer, on veut créer une société de l'information, où, parce qu'il y a des élections, on vient, on coupe. On coupe, il faut empêcher aux gens de communiquer. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de choses au cours de... Et jusqu'ici, ce n'est pas encore rétabli. Il y a juste quelques services qui ont encore, qui sont un peu aussi, c'est une petite vente qu'on a eu à ouvrir pour leur permettre de faire des opérations et tout. Oui. Mais sinon, la grande majorité encore est dans cette situation. Est-ce que c'est normal ça? Et c'est en cela que je suis d'accord. Ces opérateurs-là, on doit les poursuivre. On doit les poursuivre parce qu'ils ne font pas ça gratuitement. Ce n'est pas gratuit, les gens payent. C'est une prestation de service, ils doivent payer, ils doivent rembourser. De la même manière que quand tu ne payes pas, on te coupe. Il faut que les gens commencent à respecter. Il y a déjà un collectif des associations de la société civile qui décident de les assigner en justice. Parce que ça a mis tout le monde dans une situation difficile. Moi, je travaille avec l'extérieur, à travers les médias et tout. Pratiquement bientôt une dizaine de jours, je n'ai rien pu faire. Alors, ce manque à gagner. Parce que tout simplement, un monsieur va s'élever pour dire, bon, voilà ce qu'on va faire, sans compter, sans tenir compte du coût. C'est pas normal. Ça, c'est le propre des régimes qui autoritaires. Quand il y a un machin, on coupe. C'est le propre. Ce n'est pas du tout donc normal de couper l'Internet à plus d'une semaine. Elhaj Mohamedou Suleiman, qu'en dites-vous? Moi, particulièrement, je suis de la presse en ligne. Il nous faut absorber l'Internet pour travailler. Oui. Depuis une semaine, on n'arrive pas à publier des articles. Donc, c'est vraiment déplorable ce qui est arrivé. Mais, il y a déjà une initiative de la société civile qui les jeunes avocats aussi du Niger qui ont décidé d'assigner en justice. C'est une liberté fondamentale, tout le monde le déplore. Mais je dis, faisons attention, les questions de sécurité déterminent tout dans un pays. Quand j'ai vu ces vidéos-là, on partageait la violence à Niamey, vous de Maradi, vous de Dosso, sortez, vous de Agadez, vous de Tawa, sortez. Ça, c'est irresponsable. Et je pense que chacun a une conscience. Ça fait dommage aux citoyens. Il faut donc aussi au niveau des citoyens que notre comportement soit responsable pour ne pas amener. Parce que lorsque la sécurité de tout le monde est menacée, lorsque vous ne pouvez même pas sortir, vous voyez ce que ça fait. Donc ici, je pense que ce n'est pas en fait, les sociétés qui ont affaire, mais les citoyens qui auront affaire avec l'État, parce que c'est l'État, je crois, qui a décidé de cela. Donc c'est l'État qui a donné... Certainement, il n'y a aucun doute, ça ne peut devenir que de l'État qui a considéré qu'il faut se prendre de l'Internet. Donc ces sociétés-là ne sont que des commerçants qui sont là, mais l'État qui est censé leur donner des ordres de le faire, il l'a bloqué, effectivement. D'un point de vue purement du droit des affaires, ces gens-là risquent gros. Si on leur fait un procès, si c'est volontairement, ils ont suspendu le service, vous voyez ce que ça fait. Donc, je pense que, véritablement, il faut qu'on se le dise la vérité. Je vois par populisme, on a tendance à dire que non. La question de sécurité détermine tout dans la vie du pays. Quand il n'y a pas de sécurité, il y a des mesures qu'on prend à titre, en tout cas de précaution. Et ce n'est pas, je crois, le premier régime à faire recours à ce on est à la fin, rapidement. Ces sociétés-là ne sont-elles pas entre le marteau et l'enclume? D'une part, l'État qui arrive à avoir le monopole sur tout, et de l'autre côté, les clients, et la preuve, vous avez vu des structures qui sont décidées à porter plainte, sans compter le manque à gagner. L'État peut décider de tout. Quand même, soyons à tort ou à raison. Absolument. La raison d'État. Absolument, il y a des moments où il décide d'autorité. Et c'est le cas, je dis. Quand j'ai vu, je vous dis, je travaille avec l'Internet,
Mais quand j'ai vu cette vidéo, vous des dossiers sortez, on montre les images des Niamey de mais violence. est-ce que l'État peut décider des décisions qui vont nuire, si on peut le dire, à l'évolution vraiment de la société? Non, c'est-à-dire que véritablement, on a besoin un tout. Il y a le comportement des citoyens. La violence, quand on veut justement... sur les réseaux sociaux, moi, là où je suis assis. Mais je ne réponds jamais sur les réseaux sociaux. Que ce soit WhatsApp, que ce soit quand j'ai envie d'appeler quelqu'un, j'appelle, je prends mon téléphone, je t'appelle. Je ne vais jamais sur les réseaux. Maintenant, est-ce qu'on peut empêcher? C'est le modernisme, c'est quand même, on ne peut pas empêcher. Et on a vu, ce n'est pas arrivé aujourd'hui. C'est depuis tout le processus, on a vu déjà depuis pratiquement, on a même créé des cadres du côté pour pouvoir se menacer. Vivement donc le retour de l'Internet. Vivement le retour de l'Internet, parce que aujourd'hui, les gens souffrent. Vraiment. Honnêtement. C'est ici donc que prend fin le forum de la presse de ce vendredi 5 mars 2021. Nous étions en compagnie de El Haj Mahamadou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Sidi Ousmane Doumbia, journaliste indépendant, et Ousseini Issa, journaliste indépendant également. À la modération, c'était Nafisa Adam Sirfo, à la technique Amina Hassan, à la régie vidéo Ayouba Mustafa. À très bientôt sur le studio Kalangu.